Pour commencer, nous allons voir comment agir sur le cerveau sans drogue grâce à la méditation. Souvent associé au bouddhisme, cet entraînement mental existait déjà dans l'Antiquité grecque. Ressuscité dans les années 70 aux États-Unis, le mindfulness ou pleine conscience fait aujourd'hui toujours plus d'adeptes. Que dit la science de ces effets positifs qui se déploient jusque dans les milieux les plus inattendus? C'est un reportage signé Christophe Ingard et Ventura Samara. Installons-nous dans l'instant présent, nous contentant d'accueillir dans notre conscience les sensations corporelles de la respiration, observant l'endroit de notre corps où les sensations sont les plus vives. Est-ce dans le ventre, la poitrine, tout le corps, se laissant transporter et ressentir tout le temps que l'air met à sortir du corps, instant après instant après instant. Voir la vie telle qu'elle est. Un autre regard, partagé aujourd'hui par deux mondes. Septembre 2016, les meilleurs neuroscientifiques de l'Occident ont rendez-vous à Strasbourg avec un chef spirituel de l'Orient. Au cœur du dialogue Est-Ouest, les différentes techniques de méditation, dont celle dite de pleine conscience. In order to learn, in order to introduce inner value, you have to study about the system of our emotion and mind. Pendant des années, plusieurs centaines d'années, il y a toute une culture qui s'est basée, un savoir-faire, des techniques qui ont été développées pour comprendre l'esprit de l'intérieur. Et depuis à peu près 20-30 ans, il y a des échanges entre ces deux traditions, avec comme idée qu'on va pouvoir mieux comprendre la cognition, le cerveau, l'esprit, en mettant en relation ces deux traditions. Antoine Lutz fait partie des premiers scientifiques à s'être plongé au début des années 2000 dans le cerveau des moines bouddhistes. Des experts de la méditation avec 10 000 heures de vol à leur actif. Depuis, les études se sont multipliées avec d'autres cobayes moins chevronnés. Les résultats sont toutefois récurrents. Méditer transforme le cerveau. Certaines régions vont répondre de manière plus efficace. Certaines structures dans le cerveau vont avoir une plus grande arborisation, une plus grande concentration de matière grise. Plusieurs groupes ont pu montrer qu'il y a des changements fonctionnels et anatomiques dans le cerveau après un entraînement en méditation. On peut dire que c'est un peu comme un muscle, que les gens qui pratiquent régulièrement des techniques de pleine conscience vont renforcer des réseaux qui sous-tendent les fonctions de l'attention et du contrôle cognitif. So now we will continue with another 5 minutes of focused attention, shamatha. Okay. Cela semble magique. On est en tailleur, les yeux fermés, et le cerveau change. Aucune activité apparente, et pourtant. La méditation pleine conscience repose entre autres sur l'observation attentive de tout notre corps, zone par zone, organe par organe, ici et maintenant. Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que j'ose bouger ou pas? Mes pieds, mes chevilles sont enfermés dans un étau, comme si j'avais des chaussures de ski, dans la main du coton. Quand il n'est pas entraîné, notre esprit vagabonde. Il est traversé par des idées et des pensées parasites. Anne s'exerce tous les jours à les laisser passer pour revenir aux sensations du présent. Parfois j'ai certaines douleurs, surtout dans le dos. Alors je les observe, mais l'idée c'est pas de changer quoi que ce soit, c'est juste d'être là, présent, et entrer dans la douleur en l'accueillant en fait. La pratique méditative n'est pas qu'un entraînement de l'esprit, c'est un entraînement du corps aussi. Comme si on voulait s'imaginer qu'il puisse y avoir un corps qui fonctionne sans esprit ou un esprit qui fonctionne sans corps. Cet expert des muscles, des tendons et des os est convaincu par les nombreux bienfaits de la pleine conscience. Il dirige un diplôme à l'université de Strasbourg sur la médecine, les neurosciences et la méditation. C'est lui qui est à l'origine du dernier dialogue scientifique avec le Dalai Lama. En tant que rhumatologue, je suis confronté aussi aux maladies auto-immunes. C'est des maladies dans lesquelles le fonctionnement du système immunitaire est perturbé. C'est une partie du corps, nos cellules immunitaires. Et là aussi, il y a un lien très fort entre le corps et l'esprit, entre
l'état dans lequel on est sur le plan psychique et notre fonctionnement immunitaire. On voit que beaucoup de ces maladies se déclenchent lorsqu'on a des périodes de stress. C'est le cas d'Anne. Elle souffre depuis 1992 de sclérose en plaques. Une maladie auto-immune qui s'attaque à ses nerfs, au sens propre et au figuré. Il faut apprendre à vivre avec. Et si jamais j'ai une poussée de sclérose en plaques, de faire avec. Je pense que la pleine conscience, ça me permet d'accepter l'inacceptable. Ça m'aide beaucoup pour diminuer la fatigue. Et quand je marche dans la rue, parfois je suis un petit peu déséquilibrée. Et ça me permet vraiment de mettre toute ma conscience dans mes jambes, dans mes pieds. C'est comme la sensation d'être un peu émoussée dans les pieds. Et ça me permet vraiment de déambuler normalement. C'est pas un plaisir pour moi de courir, parce que justement avec ces sensations de chaussures de ski, bien de plomb dans les jambes, c'est toujours un effort en fait. Mais le fait de courir en pleine conscience, ça me donne l'élan d'y aller. Parce que je me dis que c'est ma physiothérapie. D'être dans le mouvement, être conscient de ces sensations. Par exemple, lorsque je mets mes talons sur le sol, j'ai l'impression que je m'enracine. Je sens ce pied qui se déroule. J'écoute les sons aussi, le souffle. Là, je suis vraiment pleinement dans mon corps. Je sens le vent qui circule sur mon corps. Ça me donne des ailes. J'ai l'impression que les chaussures de ski, je peux les enlever. On découvre que la pratique méditative a un effet vraiment transformateur au niveau des éléments du système nerveux central, du système nerveux périphérique, donc dans notre cerveau, dans nos nerfs qui vont jusqu'au niveau de tous les organes, de tous les muscles, toutes ces informations qu'on a en permanence sur ce qui se passe dans notre corps. Et ces sensations, pas seulement fugaces, de sensations au niveau des organes, au niveau des membres, au niveau des muscles, qui peuvent être réinvestis, nous permettent de réhabiter notre corps. Et ça a une transformation aussi sur la façon dont est gérée nos capacités à nous mouvoir, à bouger, nos postures. Elle ne m'a pas guéri, la méditation, mais elle m'a permis d'accepter d'être comme je suis finalement, avec indulgence et bienveillance. Voir le corps et l'esprit comme un tout, indissociable, pour mieux supporter également les vagues à l'âme. C'est la nouvelle aventure quotidienne de Valérie D'Agostino, psychiatre formée initialement en neurochirurgie. Autrefois, je voyais le cerveau et j'allais plutôt enlever des lésions irréversibles. Alors, quand tout d'un coup, on me dit, on s'assied quelques minutes par jour, on se centre sur un point de son corps, et puis il y a des connexions qui commencent à se faire dans le cerveau, je trouve ça magique. Il y a tout un travail qui se fait au niveau neuronal, puisque notre cerveau, par chance, a des capacités d'adaptation absolument phénoménales. Et puis, au-delà du neurobiologique pur, c'est l'attitude face à la vie. Souvent, on pourrait ne pas réagir avec autant de stress. Les gens s'agitent dans tous les sens, se fâchent pour un peu de tout et n'importe quoi. Et finalement, tout ça est toxique pour l'organisme. Loin du bloc opératoire, elle initie aujourd'hui ses patients à la pratique de la pleine conscience. Une approche très différente pour elle d'une médecine occidentale moderne qui isole chaque organe. C'est une aberration. Quelqu'un qui vit une dépression, l'anxiété, va vous dire tout de suite que les symptômes, c'est dans le corps avant tout. Les gens perçoivent beaucoup plus cette difficulté, ces symptômes physiques, que les difficultés mentales. Alfio, par exemple, 57 ans et une vie sociale qui s'est effondrée. On a une souffrance intérieure, c'est un poids énorme, c'est une douleur dans la poitrine et vous avez même la peine à respirer. C'est quelque chose d'affreux. Vous avez presque envie de partir, parce que vous n'avez aucun sens dans cette vie. Il avait tout, un métier, une famille, le football comme passion. Mais après un accident du genou, il va progressivement tout perdre. Il ne peut plus faire de sport, difficile même de travailler. Il se retrouve à l'AI, se sépare de sa femme. En 2010, c'est la descente aux enfers.
Une dépression qu'il a du mal à accepter. Il refoule. Donc c'est pas dans notre culture aller voir un psychiatre. Mais bon, ça change aussi dans le sud de l'Italie. C'est vrai que c'est pas nos habitudes. On peut pas être pas bien. On ne peut pas être pas bien. On a une famille, on a des enfants, on a un cadre, donc pourquoi ne pas être bien? On ne parle pas de choses privées, généralement. On n'est pas ouvert. Donc on garde ça pour nous. Et voilà, c'est pour ça que je demande de l'aide. Et lorsqu'enfin Alfio réussit à en parler, c'est une solution classique qu'il imagine. D'abord, je demandais des médicaments et un apport psychologique, un apport professionnel. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'en sortir avec la méditation. Je vous dis franchement, c'était pas dans ce but-là que je suis venu. Et c'est là que je découvre, à travers elle, cette méthode. Vous étiez très surpris au départ? Très, très, très surpris, oui. La pratique de la pleine conscience, cela a été démontré scientifiquement, prévient les rechutes, permet de prévenir les rechutes. Les antidépresseurs aussi, vous prenez un antidépresseur pendant une durée de 2 ans, vous avez aussi une prévention de la rechute. Maintenant, il faut être prêt à prendre un antidépresseur pendant 2 ans. Chez certaines personnes, il y a des effets secondaires, on n'en a pas avec la pratique de la pleine conscience. Selon les études cliniques, une approche de 8 semaines de pleine conscience, 1 heure par jour, réduit de moitié le risque de rechute dépressive. L'imagerie cérébrale, elle, montre que cet exercice régulier renforce les régions impliquées dans la gestion des émotions. On voit par exemple qu'il y a une modulation de régions comme l'amygdale, qui est une région importante dans le traitement de l'information d'émotions négatives. Il y a une capacité à réguler cette région dans des états de pleine conscience, de telle manière que l'information est toujours présente, mais la réponse à l'amygdale est beaucoup plus rapide. Des régions, par exemple, du cortex préfrontal parviennent avec l'exercice à mieux dompter cette amygdale. Dans un deuxième temps, chez les méditants expérimentés, il est même possible que cette amygdale soit moins excitable. Prends le ballon. Amenez les ballons ici. Faites là le ballon. Donne-moi le ballon. Voilà. 2 ans après sa dépression, Alfio parvient enfin à accueillir ses émotions sans qu'elles ne débordent. Essentiel pour lui, en tout terrain. Les gars, vous êtes en train de vous plaindre. Il fait chaud. Mais le foot, c'est ça. Le football, c'est la nature, on est dehors. Quand il fait chaud, on subit, on boit plus. Ça compte pas. Allez, on continue. Vous avez l'impression de mieux gérer vos émotions qu'avant? Oui, nettement mieux. Peut-être avant, je m'en voulais peut-être à l'arbitre. Il m'arrivait quelquefois d'insulter les arbitres parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, mais bon, c'est des êtres humains comme nous. On fait tous des erreurs, mais j'arrivais pas à gérer. J'avais ces pulsions comme ça. Tu dois donner la passe, tu dois faire la passe. Dans le cerveau, où certaines zones qui sont liées à tel ou tel fonctionnement peuvent augmenter ou diminuer de taille. Certaines zones en lien avec la régulation des émotions, en lien avec la peur, par exemple, peuvent diminuer de taille avec la pratique de la méditation. Allez, dépêchez-vous, aux ordres de l'adjudant-chef. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, go, derrière moi! Mieux réguler ses émotions négatives et le stress. Petit détour dans les Landes, près de Bordeaux, dans ce centre d'entraînement de la Gendarmerie nationale française. Un corps sain est important ici, mais depuis quelques années, on vise aussi un esprit sain pour mieux vivre certaines interventions. Avant, on rentrait à la maison avec ces images. Vous faites un suicide, par exemple, d'un enfant. Je veux dire, c'est hyper traumatisant quand vous-même avez des enfants, quoi. Donc avant, on rentrait à la maison, on gardait ça pour soi, on en parlait à la femme, mais qui n'est pas non plus psychologue. Donc non, ce n'est que des choses positives. Tout le monde a y gagné à être plus serein intérieurement, à mieux gérer les situations tendues. Surtout quand on sait qu'il y a quand même un certain nombre de militaires ou de policiers qui font des dépressions et ça peut aller jusqu'au suicide. Selon ces hommes, le support psychologique s'est considérablement amélioré ces 20 dernières années. Et on va se centrer. L'occasion pour ce gendarme, diplômé de la formation médecine, neurosciences et méditation, de compléter aujourd'hui cette aide par des exercices de pleine conscience. On sait que lorsqu'on est en intervention, si on est dans l'émotionnel, on perd ses moyens. L'émotion entraîne une régression. Alors je vous propose de commencer. S'il y en a qui ronflent,
On va le savoir tout de suite. Avec les yeux fermés, ça va être plus délicat. Les militaires se doivent d'être physiquement résistants, endurants, en forme. Et au niveau mental, il faut également qu'ils soient forts dans leur tête, résistants à ce qu'ils voient, les situations tendues, le stress. Il me semble important de pouvoir leur donner des outils, de renforcer le mental, le cerveau, puisqu'il y a des zones qui vont s'épaissir. Et donc, ça va mieux les préparer à affronter une situation à risque. Ils vont prendre plus de distance de l'événement et donc un meilleur contrôle. Ils seront moins dans ce qu'on appelle chez les militaires l'effet tunnel, où on se focalise sur la menace, sur l'adversaire, et on oublie tout ce qui est autour. Et parfois, cela peut s'avérer très dangereux. Des études commencent également à montrer un impact positif sur le stress post-traumatique. Depuis 5 ans déjà, un programme de remise en forme mentale basé sur la pleine conscience existe pour l'armée américaine. Des soldats revenus des guerres d'Irak et d'Afghanistan reçoivent une formation dans les hôpitaux pour anciens combattants. Vous m'auriez parlé de ça il y a 30 ans, j'aurais dit mais c'est la foire au cinéma, quoi, c'est la foire aux armées. Et tandis que maintenant, avec le recul, avec le temps me permet d'absorber un petit peu mieux et de comprendre ce type d'exercice. Et que l'entraînement mental est vital pour votre profession aussi. C'est totalement vital, ça. Il est évident que partout où il y a des stress majeurs et des effets très néfastes sur la santé de ces stress, il y a des champs d'application pour ces approches de méditation. Les effets sur les troupes d'élite, par exemple, des stress traumatiques ou post-traumatiques lors d'interventions sont des choses qui sont préoccupantes. Donc il n'est pas du tout illégitime d'imaginer que ces approches-là puissent trouver leur place dans ces mondes-là. Nos enfants ont parfois aussi l'impression de faire partie d'une sorte de troupe d'élite, tant l'injonction de performance et de réussite est forte dès les premières années d'école. Et la pression ne diminue pas, ils sont sommés de choisir une formation, de réussir leurs examens et de trouver leur voie. Dans le monde professionnel, le stress et la multiplication des contraintes sont également des plaintes récurrentes. Certains métiers sont particulièrement exposés. La méditation devient alors un formidable outil de survie en milieu hostile. Italie-Brésil, Copacabana, finale du tournoi de beach volley aux Jeux Olympiques de Rio. 12 000 spectateurs, des caméras partout. Et plongé dans cette marmite en feu, celui qu'on aime détester, l'arbitre. Il y a tout le monde qui veut avoir un match parfait, avec tous les aspects. Et ouais, là, on sent vraiment plus de pression. Et je crois que les gens autour, mais aussi les spectateurs, ne peuvent pas imaginer la pression qu'on ressent quand on est là au milieu de tout cet environnement. L'arbitre est constamment sous pression. Il entre dans un match en sachant pertinemment que ses décisions vont devoir être prises de façon très très rapide et qu'il y aura toujours quelque part une contestation, une protestation, une menace d'erreur qui peut tout à coup engendrer des problèmes, voire même une exclusion dans le match suivant. Et donc dans tout cela, je pense que l'aspect mental, l'aspect de la maîtrise de ces situations, de cette attention était particulièrement important. Et l'approche de la pleine conscience se prêtait de façon tout à fait adaptée à cette demande. Reportons l'attention sur le corps, sur les sensations, sans être dur avec nous-mêmes, sans nous condamner, mais tout simplement avec bienveillance et fermeté, et nous concentrer sur des lieux plus spécifiques. Et là aussi, laissez décoller la gauche. C'est une première. Pour mieux préparer les 36 arbitres de volley-ball au stress des Jeux Olympiques de Rio, ils ont tous pu bénéficier d'un coaching mental, comme celui-ci, plusieurs mois avant l'événement. Dans la boîte à outils psychologiques offerte à eux, des exercices parfois étonnants de pleine conscience. Donc pour monter sur la slackline, il s'agit avant tout évidemment de poser le pied
Le premier exercice, c'est celui finalement de trouver une stabilité dans l'équilibre. L'arbitre est confronté là à cette nécessité d'être dans l'instant présent, sinon il tombe, de se confronter donc à la nécessité de la concentration, dans certains relâchements, de la gestion de toutes les pensées parasites. Je joue avec les sens, les 5 sens, pour m'orienter. Je reste concentré. Et ceci en sachant pertinemment que ce n'est jamais acquis. Quelque part, que quand on fait de la slackline, c'est un éternel recommencement. Et donc, il me paraît assez intéressant de laisser les arbitres travailler sur cet outil-là pour transférer finalement exactement ce qui se passe ensuite sur le terrain. Un match, pour un arbitre, est toujours un nouveau match. Excellent. Et les derniers pas, c'est souvent les plus difficiles. C'est là où je crois avoir déjà rejoint mon objectif, mais où l'instant présent me réclame, toujours. Et même les meilleurs se trompent. Première balle de la finale pour Jonas. Smash brésilien. Sifflé out. Point pour l'Italie. Mais les Brésiliens contestent. Les Italiens auraient touché le ballon. Ils demandent le challenge, la preuve par la caméra. Et l'image révèle en effet que les Italiens ont effleuré le ballon du bout des doigts. C'est une erreur d'arbitrage après quelques secondes de jeu seulement. J'ai vu la part comique de la situation, de commencer un match avec un challenge, c'est quand même assez exceptionnel. J'ai accepté et je suis resté calme. J'ai plutôt vécu la situation avec une vue externe qu'une vue interne. On réagit moins, on réagit différemment. Et je crois qu'on réagit mieux. Puisqu'il était aussi probablement entraîné à ça, il a pu se refocaliser sur sa respiration et porter son attention sur l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'était la prochaine balle, et la prochaine balle, et la prochaine balle. Et c'est comme ça que le match s'est déroulé. Avec, au final, une victoire olympique du Brésil sans aucune faute grave d'arbitrage. Une meilleure attention, une meilleure gestion des émotions, une meilleure conscience de soi. Aujourd'hui, les objectifs de la méditation pleine conscience séduisent également les écoles, comme ici, dans le canton de Vaud. Les qualités académiques sont importantes ici, mais le bien-être des élèves aussi. Vous ne pouvez pas développer leurs qualités académiques sans un bien-être au départ. Par ailleurs, nous voyons des enfants toujours plus stimulés, surstimulés dans leur vie quotidienne. Ils ont leurs gadgets au bout des doigts et ils courent d'une activité à l'autre, parfois sans s'arrêter. Cette hyperactivité augmente selon nous. Et il est donc important de leur enseigner des moyens de gérer ça. J'aimerais simplement aider ces enfants au début de cette aventure qu'est l'apprentissage. C'est ça mon travail. Et j'aimerais vraiment les aider à réaliser que ça, c'est moi. Et que c'est OK d'être moi. If any thoughts are coming into your head, just let them float away. Par ailleurs, ça ne leur fait pas de mal d'apprendre à s'arrêter quelques minutes. Ça ne fait de mal à personne. Merci. Well done. Wow, really good. How are we feeling after that? Calm. Do you feel calm? Anybody feel anything? And I was feeling myself breathing too. Yeah, it's really nice to feel yourself breathing. I feel happy and relaxed. Do you know why you feel happy and relaxed? I know. Okay. Yeah, because sometimes, you know what, when we do this thinking ourselves, we have lots of feelings. We can have lots of feelings. I have lots of feelings. That's what we are. That's why we're humans. Cette école privée propose même depuis cette année du mindfulness, de la pleine conscience, comme activité extrascolaire dans une salle dédiée. J'arrive pas à très bien gérer mon stress et je pense que ça pourrait beaucoup aider. Et aussi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et avant les tests aussi, souvent je bloque sur une question, j'arrive pas à passer.
Et je travaille sur cette question jusqu'à ce que le test est fini, en fait. Je fais du piano et j'ai souvent des auditions et j'ai souvent le trac sur la scène et il y a beaucoup de monde et ça un peu me traumatise et donc après j'arrive pas à me concentrer sur mon morceau. Okay, so I begin by closing my eyes. Moi, j'ai toujours envie de faire plus que ce qu'on me demande. Et du coup, il faut juste que je m'arrête à un moment. Puis ça, je pense que ça peut m'aider aussi. Il y a trop des fois. Oui. La méditation peut modeler des régions précises du cerveau, probablement depuis le plus jeune âge. Reste à savoir pourquoi tout le monde veut méditer. Pleine conscience ou bonne conscience? Au-delà de la science et de la mode, l'intention est aujourd'hui centrale. Si, comme n'importe quelle pratique et comme n'importe quelle approche, il n'y a pas une intention juste, les dévoiements sont possibles. Donc dans le monde de l'entreprise, le monde du travail, si c'est tourné vers un meilleur mieux-être, une plus grande créativité, des prises de décision qui sont plus sages, c'est formidable et tout le monde est très content. S'il s'agit de pouvoir mettre une pression supérieure sur les gens qui travaillent pour pouvoir avoir une rentabilité, une productivité accrue, à ce moment-là, c'est une intention qui est dévoyée. En fait, je suis sorti d'une bulle. Ma vie, c'était une bulle. J'étais dans une bulle. Je suis sorti de cette bulle et je suis rentré dans le monde. Chez nous, on dit il ne faut jamais pleurer. Il ne faut pas pleurer. Un homme ne pleure jamais. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Maintenant, vous acceptez les choses comme elles sont. Accepter, je les accepte. C'est ça, c'est le plus beau miracle, ça. Accepter ses émotions. Chose que je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Josiane. Après une formation dans le domaine de la santé, Alfio a choisi le bénévolat pour occuper son temps libre. Merci, voilà, madame. Merci. Attention, Merci bien. Attention la tête. Aider une femme seule, avec des problèmes de mobilité, pour qu'à son tour, elle accepte mieux son quotidien. J'espère. Oh, moi je me fais pas de soucis. Oui, mais je crois qu'il faut que je rechange. Là, la lumière me gêne beaucoup. C'est du 1. J'ai du temps. J'ai du temps à donner. Et la conscience dit donne un peu de temps aux autres. Ça, tu le sens à l'intérieur, tu sens ça. Le crédit dont bénéficie la méditation de pleine conscience a un revers, sa récupération par toutes sortes de vendeurs de cours, DVD, livres et autres méthodes. Il faut rester critique et se souvenir qu'il s'agit avant tout d'un entraînement mental exigeant qui demande du temps et de la régularité. Une pratique qui ne peut s'apprendre correctement qu'avec des formateurs sérieux.